Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Médiasphère. On va parler actualité, on va vous faire découvrir le tour de l'actualité de cette dernière semaine. Avec moi pour décrypter ces actualités, Olivia Boisson, bonjour. Bonjour. Avec nous aussi sur le plateau, Olivier Thévenet, rédacteur en chef d'Alpe Magazine, bonjour. Bonjour. On parlera de votre hors-série consacrée au guide tout à l'heure. Mais on commence tout de suite avec la une de la semaine et celle de l'édition d'Annecy de l'Essor Savoyard qui nous propose un dossier sur l'avenir de la station du Semnoz à Annecy. Alors le but c'est de moderniser la station, mais il y a beaucoup d'interrogations. C'est un projet de 7 millions d'euros. Il y a un nouveau télésiège qui est prévu, des déplacements aussi de l'un des télésièges et un agrandissement du domaine. Alors le directeur de la station ne veut pas forcément plus de monde pour l'instant. C'est une capacité maximale entre 7 et 8 000 skieurs. Le projet d'enneigeur a été abandonné et c'est un projet qui a été validé par les élus du syndicat intercommunal pour la protection et l'aménagement du Semnoz. C'est donc un dossier à suivre. Olivier Thévenet, vous qui parcourez toutes ces stations, c'est essentiel pour une station comme le Semnoz, qui est une petite station, de se moderniser comme ça? Je pense que c'est un peu pour toutes les stations qui existent, c'est toujours important de se moderniser et je veux dire, le Semnoz est une station qui est là depuis longtemps, qui est une station de proximité pour la ville d'Annecy. Donc effectivement, il y a des équipements qui deviennent obsolètes au bout d'un moment. Après, quelque part, c'est aussi logique que ça pose quelques questions, parce que tout simplement des questions d'enneigement, voilà, on voit bien qu'on n'est pas sur un domaine qui est extrêmement élevé en altitude, donc avec une problématique d'enneigement qui va se poser de plus en plus au fil des années. Donc quelque part, c'est un peu normal aussi qu'il y ait un petit débat autour d'une modernisation, extension, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais en même temps, ça reste aussi une station de proximité, donc on n'est pas, j'allais dire, dans quelque chose qui est complètement délirant. Enfin, je connais mal le projet, mais a priori, effectivement, les enneigeurs artificiels ont été abandonnés, donc ce qui était quand même une problématique majeure pour le Semnoz. Grosse problématique, oui. Il n'y a pas beaucoup d'eau. Après, voilà, il faut voir le projet dans le détail, mais ça fait partie quelque part de la vie d'une station de ski, quoi. Pour avoir une belle station pour les Annéciens. Olivia, vous vous êtes intéressée cette semaine à l'actualité côté web, c'est notre rubrique Actu Connecté. Terminé, place au chambardement chez les Républicains. Exactement, avec un tweet de Bernard Accoyer, même deux d'ailleurs, qui nous a annoncé son immense honneur et sa grande responsabilité d'avoir été nommé secrétaire général des Républicains. Il remplace donc Laurent Wauquiez à ce poste. Il a été nommé par François Fillon. Bernard Accoyer, maire d'Annecy-le-Vieux et ancien président de l'Assemblée nationale. Et puis alors, toute autre chose, pour ceux qui veulent sortir les skis ce week-end, ils auront encore plus de choix. Chamonix ouvre ses pistes à partir du 3 décembre, donc demain. Il y aura d'autres stations ouvertes comme Tignes, Val d'Isère, Val Thorens et la Clusaz. Vous avez sorti vos skis, Olivia? Oui. Allez, c'est parti pour ce week-end. Revenez-nous entière lundi, par contre. Pas de problème. Merci, Olivia. C'est l'heure du top 3. On commence avec un article de Montagne Magazine qui s'intéresse à Tignes. La station, effectivement, devrait avoir une piste de ski indoor. Alors, on va le voir sur la photo qui va s'afficher. C'est comme, en fait, un dôme. Alors, on le voit ici, donc couvert. L'idée, c'est de faire du ski hiver comme été. Ça a été validé par la commission UTN. En revanche, c'est une décision qui a été dénoncée par l'association Mountain Wilderness. Elle dit, je cite, que c'est le stade ultime de l'absurdité de l'anti-montagne absolue. C'est donc un projet qu'il faudra suivre et voir un peu si c'est un projet qui se concrétise. Et puis une idée un peu particulière, marcher en travaillant. Exactement, c'est nos confrères du Dauphiné qui sont allés à la rencontre de Marc Touvenin. Alors cet entrepreneur veut vous faire tout simplement marcher au travail. En gros, vous louez ou vous achetez un tapis de course comme vous pouvez voir dans les salles de sport. L'idée c'est de continuer à avoir la ligne même si vous êtes derrière votre ordinateur toute la journée. Il paraît d'ailleurs même, Olivia, que ça fait mieux réfléchir lorsqu'on marche. Il y a eu 110 exemplaires pour le moment qui ont été vendus en France et en Suisse. Alors vous inquiétez pas, ça ne va pas à plus de 6 km/h, donc vous pourrez continuer à faire vos reportages tout en faisant du sport. Ça me fera du bien. Et puis sport toujours avec un sujet de France 3. C'est sur la reconstruction physique et mentale à travers le sport après des blessures de guerre par exemple. Cette semaine, il y avait de nombreux athlètes qui sont venus à Tignes pour raconter leurs histoires, comme Jonathan Hamou qu'on voit ici sur cette photo. Alors il a perdu lui ses deux bras quand il était dans un conflit à Djibouti et il faisait partie des paras. Sans le sport, je cite, il a dit qu'il aurait eu beaucoup de mal à survivre. C'est un beau message d'espoir, le sport après de terribles comme ça, de terribles choses qui arrivent pendant la guerre.
Merci Pauline, place maintenant au focus de la semaine. Olivier Thévenet, rebonjour. Alors vous êtes rédacteur en chef d'Alpes Magazine. On va parler avec vous tout d'abord du hors-série qui sortira d'ici une dizaine de jours et qui est consacré aux guides de haute montagne. Alors déjà, pourquoi ce thème tout simplement? Alors c'est une longue histoire, c'est à la fois, parce que nous ça faisait longtemps qu'on avait envie de consacrer un numéro complet aux guides de haute montagne, qui sont quand même des personnages, des personnalités emblématiques de la montagne et des Alpes en particulier. Et puis on le fait aussi à l'occasion en fait, des 70 ans du syndicat national des guides de montagne, avec qui on est partenaire pour la réalisation de ce numéro. Donc quelque part ça a créé l'occasion et nous on a décidé de le faire à ce moment-là. C'est un vrai métier de passionné. On ne peut pas faire ce métier si on n'est pas passionné. Quand on lit les articles et les interviews. Je pense que c'est presque au-delà de la passion, quoi. Enfin, il y a un des articles qui s'appelle « La montagne dans la peau », quoi. Enfin, voilà, les guides ont vraiment la passion de la montagne. C'est à la fois une passion, c'est un métier, c'est une vie. Donc du coup, c'est quelque chose qui... on peut être passionné de montagne. Je crois que les guides, c'est au-delà de la passion. C'est des personnes qui sont inconscientes aussi un peu ou pas, ces guides de haute montagne? Non, là je crois pas. Je pense que c'est avant tout des professionnels. Donc c'est des gens qui sont extrêmement bien formés aujourd'hui. On a l'École nationale supérieure de ski et d'alpinisme à Chamonix qui forme ces guides. La formation est longue, elle est dure, elle est difficile. Il n'y a pas beaucoup de guides qui sont élus chaque année et qui sortent de l'ENSA. Donc on a vraiment des professionnels de la montagne qui sont à la fois conscients des risques pour eux et pour leurs clients et qui sont loin d'être des têtes brûlées, quoi. C'est des hommes et des femmes, c'est écrit dans les articles, de confiance. Quand on fait appel à un guide de haute montagne, on leur donne notre confiance, on leur donne notre vie entre leurs mains finalement. Ouais, c'est un peu ça effectivement. C'est des gens à qui vous confiez, enfin, avec qui vous avez envie d'aller partager un moment quand même assez extraordinaire dans un milieu aussi extraordinaire. C'est des gens qui sont aussi des pédagogues, qui sont aussi là pour vous apprendre une technique, un milieu, mais c'est aussi des personnes à qui, effectivement, quelque part, vous confiez un peu votre vie parce qu'ils vous emmènent dans des milieux un peu hostiles. Vous avez aussi, dans un article, rencontré l'entourage de ces guides. Ouais. Le but, c'était quoi de rencontrer, de leur faire parler de ces personnes qui sont discrètes? En fait, oui, voilà, c'était aussi parce que, effectivement, c'est quand même un métier à risque, même si les risques sont contrôlés. C'est pas un métier comme un autre, même si dans tous les métiers, il y a forcément, enfin, dans certains métiers, il y a des risques. Là, on voulait faire parler effectivement l'entourage, à la fois les familles, les clients, les épouses, les fils et filles de guides, parce que pour qu'ils nous montrent un petit peu qu'on ait une vision un peu extérieure en fait de ces différentes personnalités, parce que c'est aussi un grand nombre de personnalités, j'allais dire. Chaque guide a sa personnalité, chaque guide a aussi sa façon d'exercer son métier. Olivia ? J'avais une question en tant que journaliste. Comment est-ce que vous allez à la rencontre de ces personnes? Et est-ce que justement les familles vous ouvrent facilement la porte ou... Après, c'est un travail, j'allais dire, d'enquête journalistique. Et puis là, comme on a travaillé en étroite collaboration avec le syndicat des guides et donc avec un certain nombre de personnes qui nous ont ouvert des portes. Et puis je crois que ça se fait assez... J'allais dire, une fois qu'on a quelques contacts et quelques bons contacts, ils le font assez naturellement et même, je pense, avec un certain plaisir. C'est donc, on l'a rappelé, les 70 ans cette année. Il y a des choses qui sont prévues justement pour fêter... Alors oui, du coup, le syndicat national des guides organise une semaine, enfin quasiment une semaine, qui commencera la semaine prochaine, le mardi 6 décembre, et qui se clôturera le vendredi 9 décembre à Chamonix, donc avec... une grande rencontre à la fois professionnelle mais très ouverte au public parce qu'il y a des diffusions de films, il y a plein de choses, il y a un événement assez fort à Chamonix pour toute cette semaine autour des guides et notamment avec aussi beaucoup de guides qui viendront de l'étranger parce qu'il y a aussi une rencontre avec l'ensemble des guides du monde entier. On va dire. C'est un métier plutôt d'hommes ou plutôt de femmes ? Alors, je ne connais pas les statistiques par cœur, mais globalement, c'est vrai qu'on trouve plus d'hommes que de femmes, enfin, même très largement, très majoritairement. Ceci dit, c'est aussi un métier qui, comme beaucoup d'autres, se féminise, avec effectivement de plus en plus de femmes qui exercent ce métier et qui, à terme, apporteront certainement autre chose aussi à ce métier, qui l'apporte déjà.
avec voilà, les pionnières, les premières guides dans les années 70 ont déjà apporté de certaines choses. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une génération qui arrive qui va effectivement faire que le métier changera un peu. Alors on le rappelle, Alpes Magazine, le hors-série sort d'ici une dizaine de jours. Il y a aussi le magazine Alpes Magazine cette semaine qui est ce mois-ci et le mois prochain, non décembre, janvier si je ne me trompe pas. Voilà. Il est sorti. Voilà, qui est sorti et qui est consacré à Morzine Avoria qui fête ses 50 ans cette année. Un tout petit mot, c'est une station étonnante, Avoria. Oui, c'est effectivement une station étonnante. C'est une station à part, à la fois en Haute-Savoie et puis j'allais dire dans l'ensemble des Alpes françaises, voire des Alpes tout court. Nous, ce qui nous intéressait en plus, c'était c'est une station sans voiture, enfin, c'est aussi intéressant, c'est-à-dire que c'est une station, voilà, vous êtes 100% piéton, où vous vous déplacez en traîneau, vous vous déplacez à pied ou en ski. Et donc du coup, derrière, ça demande aussi toute une logistique et une organisation très particulière. Donc c'est ce qui nous a intéressé plus que la station en elle-même qu'on a déjà pu traiter et son architecture aussi, qui est quand même assez innovante et assez intéressante. Là, c'était un peu, effectivement, Avoria, comment ça marche. Le côté insolite. Et tout ça, c'est à découvrir dans l'Alpes Magazine de ce mois-ci et du mois prochain, qui est déjà sorti, et le hors-série d'ici une dizaine de jours. Merci beaucoup, Olivier, d'avoir été avec nous. Olivia, pour aller jusqu'à la fin de cette émission, vous nous proposez vos tops et vos flops. On commence avec les flops. Et décidément, Laurent Wauquiez a beaucoup fait parler de lui cette semaine. Et oui, mauvaise semaine pour Laurent Wauquiez. Après avoir été remplacé donc, à la tête des Républicains, il s'est déplacé donc, au Vatican. Le pape François donnait une audience spéciale. Laurent Wauquiez était au premier rang et il a reçu un petit sermon donc, du pape François qui a conseillé aux politiques d'écouter le monde pour le bien-être commun et surtout sans oublier les migrants selon lui, sachant que Laurent Wauquiez avait refusé d'accueillir les migrants dans sa région Auvergne-Rhône-Alpes après le démantèlement de Calais. Il n'a pas fait le déplacement pour rien. Non. Et puis, deuxième flop, la décision du tribunal de Grenoble concernant le centre des congrès d'Annecy. Oui, alors donc, flop cette fois-ci pour Bernard Accoyer, donc, qui a remplacé Laurent Wauquiez. Le projet annécien du centre de congrès a été suspendu par le tribunal administratif de Grenoble. Pourtant, la déclaration d'utilité publique avait été signée par notre ancien préfet Georges-François Leclerc. Et pourtant, le tribunal avance un doute sérieux sur la légalité de certains arrêtés attaqués. C'est un dossier qu'on suivra et aussi dans le JT de 8 Mont-Blanc. Et puis enfin, un article de nos confrères de la Tribune de Genève qui nous parle d'excès de zèle. Alors la Tribune de Genève, effectivement, qui nous raconte que 2 policiers sont dans la panade, effectivement, puisqu'ils ont été entendus par le ministère public. Donc il y avait le supérieur et un stagiaire qui ont visiblement maquiller l'alcoolémie d'un de leurs collègues qui n'était pas en service mais qui a provoqué un accident, sachant qu'en Suisse, on ne peut pas dépasser 0,5 g d'alcool par litre de sang. Et lui, il en était à un peu plus d'un. Donc c'est quand même... C'est pas terrible. C'est pas terrible. On termine avec les tops. La France va recevoir de l'argent de Genève, ça change. 282 millions d'euros qui seront répartis entre la Haute-Savoie et le département de l'Ain. Alors cet argent donc, est dû à la rétrocession de l'impôt 2015 perçu à la source auprès des frontaliers par le canton de Genève. Donc c'est une bonne nouvelle pour nous. Et une autre bonne nouvelle, on termine pour les frontaliers aussi. Oui, avec une amélioration en vue pour les bus frontaliers. Donc là, les représentants français devraient signer mi-décembre un nouvel accord sur ces bus. On ne sait pas si l'amélioration concerne la fréquence ou alors le confort des bus. Le maire de Saint-Julien-en-Genevois, Antoine Veillard, n'a absolument rien voulu dire. Par contre, ce qu'on sait, c'est que les tarifs d'abonnement devraient rester stables. Parfait. Merci beaucoup, Merci. Olivia. Je vous rappelle également que ce week-end, c'est le Téléthon. N'oubliez pas d'appeler le 3637 pour faire vos dons. Le numéro s'affiche en haut de votre écran. Merci en tout cas de nous avoir suivis pour ce Médiasphère. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon de la presse des Pays de Savoie. N'oubliez pas non plus notre site internet 8montblanc.fr. À très vite.